Bonjour à tous et bienvenue. Merci d'écouter Tour d'Horizon pour cette toute nouvelle émission du mois de novembre. Alors il y a un an, quasiment jour pour jour, j'étais à ce même micro pour vous présenter le concept de notre podcast. Car oui, Tour d'Horizon fête déjà ses 1 an et 12 mois plus tard, me revoilà face à vous pour animer cette 7e émission. Tour d'Horizon, en 1 an, c'est plus de 6000 écoutes des podcasts sur YouTube et près de 15 000 visionnages des extraits de chroniques sur Instagram. Nous tenions, l'ensemble de l'équipe et moi-même, à vous remercier sincèrement pour votre fidélité. Notre devise, vous en avez désormais l'habitude, reste inchangée. Vous proposez des pistes de réflexion sur des thématiques diverses et variées. Et au sommaire aujourd'hui, la COP30 à Belém, des tensions entre la Chine et le Japon, les traitements hormonaux contre la ménopause ou encore l'Albanie sur fond de narcotrafic. Tour d'Horizon, épisode 7, c'est parti. Et on débute tout de suite cette émission avec un peu de culture. C'est l'heure du Culture Flash d'Antoine Charrière. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça y est, l'hiver est là, les nuits sont de plus en plus longues, la nature s'endort, le monde se met en pause et ces idiots d'humains, eux, continuent à travailler. Mais heureusement, ce travail permet de créer toutes sortes de choses comme des contes et des histoires. L'un d'entre eux, très connu, a traversé les âges, touché toutes les générations jusqu'à très récemment. Je parle de Charlie et la chocolaterie, une œuvre globale qui aura vu nombre d'histoires se croiser, justement. Et à l'origine, c'est un livre de Roald Dahl. Mais alors Antoine, qui est cet écrivain ? Roald Dahl, il est né en 1916. C'est un écrivain plutôt jeunesse, très important dans son époque, et même pour la nôtre, puisqu'il écrit des livres tels que Mathilda, qui a une adaptation au grand écran magistrale, mais aussi, comme je le disais, Charlie et la chocolaterie. Dahl a un style narratif unique, parfois sombre, et aussi humoristique. Le grand talent de l'écrivain réside dans sa capacité à captiver les lecteurs avec des récits imaginatifs et excentriques. En dehors de son travail d'écrivain, Dahl a une vie fascinante, ayant aussi bien été pilote de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale qu'inventeur en contribuant au développement d'un traitement de l'hydrocéphalie, une affection médicale dont a souffert son fils. Il profitera de ses expériences pour enrichir ses récits, dont Charlie et la chocolaterie. Il écrit ce livre en 1964. L'histoire suit un jeune garçon nommé Charlie Bucket qui vit dans la pauvreté avec sa famille. Willy Wonka, le propriétaire excentrique de la chocolaterie du même nom, organise un concours dans lequel 5 enfants chanceux peuvent visiter son usine. Grande chance pour les heureux élus, puisque la recette de ce chocolat est bien gardée secrète depuis des générations. Pour l'anecdote, l'histoire a été inspirée à l'origine par l'expérience de Roald Dahl auprès des entreprises de chocolat pendant ses études à la Repton School. Cadbury, le patron d'une chocolaterie, envoyait souvent des kits de test aux écoliers en échange de leur avis sur les nouveaux produits. Ce qui a fait naître une passion pour la rigueur de la confection du chocolat chez Roald Dahl. Une suite est écrite, Charlie et le grand ascenseur de verre en 1972, mais le volume le plus marquant restera le premier. C'est pourquoi il sera le seul pour l'instant à être adapté au grand écran. Il a cependant un clin d'œil à l'ascenseur de verre à la fin du film de 2005. Le premier livre sera adapté au cinéma 2 fois. L'adaptation qu'on connaît est celle de Tim Burton en 2005. Mais avant ça, en 1971, le film Willy Wonka and the Chocolate Factory, mettant en vedette Jane Wilder dans le rôle de Willy Wonka et réalisé par Mel Stuart, sort au cinéma. Et le film est très bien accueilli. Il reprend globalement la même histoire que le livre. Le Roald Dahl meurt le 23 novembre 1990 et 15 ans plus tard, donc en 2005, sort Charlie and the Chocolate Factory, en somme Charlie et la chocolaterie, de Tim Burton, qui met en scène Johnny Depp dans le rôle de Willy Wonka. Mais alors Antoine, autre question, qui est ce réalisateur ? Et oui, Tim Burton, lui, il est né en 1958. C'est un réalisateur, producteur, scénariste et animateur américain. Après des études au California Institute of the Art, Burton a commencé sa carrière chez Disney en tant qu'animateur. Cependant, il a vite trouvé son propre chemin en tant que réalisateur avec des œuvres comme Beetlejuice en 1998, que vous connaissez peut-être, et qui établissent ces œuvres-là son esthétique unique. Tim Burton, c'est un ovni dans le monde du cinéma. Son style est unique, souvent sombre, fantastique, gothique et presque, voire carrément dérangeant. Certaines personnes se disent même mal à l'aise devant ces films parce que l'atmosphère, le rythme et l'ambiance de ces œuvres sont toujours étranges et dénotent dans le paysage. Ambiance que l'on retrouve dans son film emblématique Édouard aux mains d'argent en 1990, qui renforce sa réputation en tant que créateur de monde visuellement captivant. Burton a aussi dirigé plusieurs succès, dont Batman en 89, The Nightmare Before Christmas en 93, Ed Wood en 94 et Sleepy Hollow en 99. Et plus récemment, la série Mercredi sur Netflix.
Et en 2005, donc, son style visuel distinctif et sa capacité à créer des mondes fantastiques ont contribué à donner une atmosphère unique au film correspondant à l'imaginaire excentrique de Roald Dahl, Charlie et la chocolaterie. Le film rencontre un succès considérable au box-office, générant plus de 475 millions de dollars de recettes mondiales, témoignant alors de la popularité du film et de l'attrait du public pour l'adaptation cinématographique de l'histoire de Dahl. Un succès tel que 18 ans plus tard, un préquel est imaginé, nommé sombrement Wonka, sorti en 2023. Le film est réalisé cette fois-ci par Paul King, qui a notamment fait les films Paddington, et la distribution est magnifique. On a du Hugh Grant, connu pour les journaux de Bridget Jones, ou encore Coup de foudre à Notting Hill. Dans Wonka, on retrouve aussi Rowan Atkinson, connu pour avoir incarné Mr Bean, et bien sûr, on retrouve Timothée Chalamet, Cocorico, dans le rôle de Willy Wonka. Et enfin Antoine, qui est cet acteur ? Timothée Chalamet, c'est un acteur franco-américain, né en 1995 à New York. Il a commencé sa carrière artistique à un jeune âge, jouant dans des productions théâtrales à New York. Sa percée dans l'industrie cinématographique a eu lieu en 2007, principalement, avec son rôle dans le film Call Me By Your Name, où il a été salué pour sa performance exceptionnelle et même nominé aux Oscars. Il est connu pour sa polyvalence, sa capacité à incarner une variété de personnages et son grand talent d'acteur. Timothée Chalamet est également devenu une figure emblématique de la mode, attirant l'attention pour son style distinctif sur les tapis rouges. Son succès dans l'industrie cinématographique a été renforcé par sa nomination aux Oscars bien sûr, et d'autres distinctions témoignant de son impact significatif sur le monde du cinéma, à encore une fois un très jeune âge. Ces dernières années, son ascension est fulgurante et il ne cesse de susciter l'admiration pour son talent exceptionnel et ses choix judicieux de projets cinématographiques, et aussi, parce qu'il faut le dire, il est franchement beau gosse. En 2021, c'est quand même la consécration avec le commencement de la saga Dune au grand écran, une sorte de nouvelle saga SF à la Star Wars dont il est le héros. Wonka fait partie de son ascension, il devient le nouveau visage d'une grosse production américaine, faisant partie d'une licence qui a fasciné les spectateurs et lecteurs de tout temps. De 1964 à nos jours, le conte Charlie et la chocolaterie n'a donc pas pris une ride, les histoires se sont succédées pour lui donner vie à chaque époque. Alors, dans cette neige naissante, au croisement d'Halloween et Noël, quoi de mieux que de revenir aux bases, lire et regarder Charlie et la chocolaterie. Merci beaucoup Antoine. Il est l'heure à présent de retrouver l'édito politique d'Antoine Boré, qui est aujourd'hui le présentateur de notre émission. Vous pensiez avoir tout vu dans la guerre culturelle qui oppose d'un côté le service public audiovisuel et de l'autre les médias du groupe Bolloré. Eh bien détrompez-vous, cela ne fait peut-être en réalité que commencer. Mardi 18 novembre, France Télévisions et Radio France ont assigné en justice CNews, le journal du dimanche, et Europe 1 pour dénigrement. Jeudi 27 novembre, France 2 a diffusé un numéro de complément d'enquête consacré à la chaîne de télévision CNews et entre-temps, lancement le 25 novembre d'une commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public qui se déroulera jusqu'au printemps. Vous l'aurez donc compris, impossible pour l'heure d'analyser les débats et les propos tenus au sein de cette commission d'enquête puisque celle-ci ne fait que commencer. Mais alors, plutôt que de s'intéresser au fond, interrogeons aujourd'hui la forme même de la commission. Mais avant d'en analyser les ressorts, posons sur le papier la définition. Qu'est-ce qu'une commission d'enquête parlementaire ? Eh bien, elle permet à une assemblée, dans notre cas l'Assemblée nationale, de recueillir des éléments d'information sur la gestion d'un service public, d'une entreprise nationale ou sur des questions de société. Elle est composée en fonction soit de 30 députés, soit de 23 sénateurs désignés selon le principe de la proportionnelle. Elle dure au total 6 mois, une période durant laquelle le rapporteur élabore un rapport destiné à être rendu public par la suite. Les préconisations du rapport peuvent être ensuite reprises dans des propositions de loi ou simplement déboucher sur un débat sans vote dans l'hémicycle. Reste toutefois une question en suspens. Qui décide de la création ou non d'une commission ? Eh bien, 2 voies sont possibles. Soit le dépôt par un ou des députés d'une proposition de résolution qui sera examinée puis votée en séance publique, soit le recours au droit de tirage qui permet à un groupe parlementaire d'impulser une fois par session la création d'une commission sans passer par la séance publique. Dans notre cas, la 2e voie a été choisie et aux manettes, le groupe Union des droites pour la République, l'UDR, mené par Éric Ciotti, allé du Rassemblement national. Mais alors Antoine, une fois la définition posée, que penser concrètement de cette commission ?
Eh bien, la réponse qui consisterait à dire que cette commission n'est pas légitime, qu'elle n'a pas lieu d'être, consisterait, selon moi, en une mauvaise analyse de lecture. Je m'explique. Refuser cette commission, c'est refuser la transparence. Cela enverrait un signal fort négatif, voire même viendrait éclore ou alimenter des soupçons. Autrement dit, ne rien montrer et ne pas se dévoiler, c'est comme avouer que l'on a des choses à cacher. Et puis l'audiovisuel public n'est pas le premier à passer sous le feu des projecteurs. Fin 2023, puis début 2024, une commission d'enquête parlementaire sur l'attribution des fréquences de la TNT avait vu interroger Cyril Hanouna, Pascal Praud et Vincent Bolloré, Yann Barthès pour l'émission Quotidien ou encore Xavier Niel. Non, la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public n'est pas un problème en tant que tel. D'autant plus, et il est nécessaire de l'admettre, que le rapport de la Cour des comptes sur la situation budgétaire de France Télévisions, publié en septembre dernier, est préoccupant, avec un déficit qui devrait atteindre 40 millions d'euros d'ici la fin d'année. Certes, l'État est pointé comme étant l'une des causes de ce déséquilibre financier avec des réformes jaugées contradictoires. Mais le rapport pointe aussi un autre élément, un cadre social potentiellement trop généreux avec une concentration de hauts salaires et une attribution dite questionnable de véhicules de fonction à des cadres parisiens. La commission d'enquête peut être ainsi le lieu de la grande explication. Finalement, Antoine, il n'y a aucun point négatif à relever. Non, en réalité, cette commission d'enquête pose bien deux véritables problèmes, mais qui se trouvent ailleurs, deux limites qu'il convient d'expliciter ici. Première objection sur l'intitulé même de cette commission d'enquête parlementaire qui porte, je cite, sur la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public. C'est bien le terme de neutralité ici qui pose question, car contre toute attente, la neutralité journalistique n'existe pas. Prenons un exemple. En pleine préparation d'un journal télévisé, une rédaction décide de mettre à la une de son journal le sujet A plutôt que le sujet B. Eh bien, ce simple choix vient briser la neutralité puisque le choix et la hiérarchisation de l'information sont purement subjectifs. Et cela ne veut pas dire pour autant que les journalistes n'ont pas un devoir d'honnêteté vis-à-vis des citoyens. Donc au final, cette commission d'enquête semble dès le départ se méprendre sur les enjeux affichés. Deuxième objection ensuite sur les propos tenus par le rapporteur de la commission d'enquête, Charles Aloncle, le député UDR de la 9e circonscription de l'Hérault. Celui-ci, soutenu par le Rassemblement national, a déjà une idée toute faite de l'audiovisuel public avant même d'avoir enquêté et interrogé les différents acteurs. Pour lui, seule la privatisation serait la solution. Il y a un écœurement généralisé chez les Français avec un certain nombre d'entorses au pluralisme et à l'indépendance, avait-il assuré sur Europe 1, avant de rajouter « l'audiovisuel public a une ligne politique de gauche ». Face à ces propos, l'objectivité du rapporteur semble fortement compromise dès le départ. Il est finalement légitime de se demander si cette commission d'enquête n'est pas davantage le fruit d'une guerre idéologique plutôt que d'une réelle préoccupation de l'avenir du service public audiovisuel. Pour conclure, et bien que France Télévisions et Radio France soient attaqués de toutes parts, rappelons toutefois un élément essentiel. Notre service public audiovisuel doit être considéré comme une fierté française, fondement de notre démocratie et rempart face aux dérives autoritaires. À coup sûr, il peut s'améliorer. Peut-être que des réformes devront être envisagées, mais du moins, il faut espérer que cette commission d'enquête ne constitue pas en une première étape de la mise à mort de ce service public, auquel cas notre démocratie en sortirait grandement menacée et plus fragilisée que jamais. Plongeons désormais au cœur de l'histoire avec Mémoire des siècles d'Antoine Rizzo. Hier, le 7 décembre 1941, une date qui restera marquée par l'infamie. Les États-Unis d'Amérique ont été soudainement et délibérément attaqués par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon. Ces mots sont les premiers du discours du président Franklin Delano Roosevelt du jour de l'infamie, prononcé le lendemain de l'attaque surprise japonaise sur la base de Pearl Harbor. On connaît tous cette histoire. Mais avant même la guerre du Pacifique, le Japon avait déjà entamé de nombreuses conquêtes en Asie et notamment en Chine avec les guerres sino-japonaises. Déjà là, beaucoup ne savent plus de quoi on parle et pourtant ce sont des éléments clés nécessaires à la compréhension de la politique chinoise actuelle. Aujourd'hui, dans Mémoire des siècles, nous allons explorer les origines de ces tensions entre la Chine et le Japon, ainsi que celles entre la Chine et Taïwan. Pour comprendre, il faut remonter au XIXe siècle, appelé le siècle d'humiliation par la Chine, marqué par l'effondrement de l'Empire chinois et l'émergence du régime communiste. À cette époque, la dynastie Qing, originaire de Mandchourie, une région au nord de la Chine, gouverne un territoire immense s'étendant de la Corée jusqu'à la Mongolie et englobant des régions de l'actuelle Russie comme Vladivostok. Mais la dynastie est affaiblie politiquement et les puissances européennes profitent de cette faiblesse pour imposer des traités inégaux et établir des colonies.
La première guerre de l'opium, 1839-1842 contre le Royaume-Uni, oblige la Chine à ouvrir 5 ports au commerce et à céder Hong Kong. La seconde guerre de l'opium entraîne d'autres concessions. Progressivement, la Chine perd des territoires face à la Russie, aux Allemands et aux Français. Et dans une autre émission, Antoine, tu nous avais parlé du Japon qui cherchait à s'étendre dans la région à la même époque. Peut-on dire que le Japon devient un nouvel acteur de cette période de crise ? Et oui, car en 1894, le Japon, modernisé depuis la restauration de Meiji en 1868, veut sa part du gâteau colonial en Asie pour y établir un empire. Éclate alors en 1894 la première guerre sino-japonaise, se soldant par une défaite chinoise. Taïwan et les îles Pescadores sont annexées et la Corée tombe sous contrôle japonais en 1910. Entre 1899 et 1901, la Chine subit la révolte des Boxers, un mouvement initialement opposé aux étrangers occidentaux et au pouvoir féodal de la dynastie mandchoue des Qing, mais qui fut utilisé par l'impératrice Cixi contre les seuls colons, conduisant à une alliance de 8 nations dont le Japon contre la Chine qui écraseront la révolte. La Chine est une nouvelle fois humiliée et le pouvoir est de nouveau fragilisé. En 1911, la dynastie Qing tombe définitivement et la République de Chine est proclamée. Les débuts de la République sont chaotiques. Le pays se divise alors entre chefs militaires rivaux appelés seigneurs de la guerre. Le Kuomintang, parti nationaliste fondé par Sun Yat-sen, tente d'unifier le pays, tandis que le Parti communiste chinois, créé en 1921, s'allie provisoirement au Kuomintang pour rétablir l'ordre. Après la mort de Sun Yat-sen en 1925, Chiang Kai-shek prend la tête du Kuomintang. Il lance l'expédition du Nord et rétablit officiellement le pouvoir central en 1928. Mais il se retourne rapidement contre les communistes, déclenchant la guerre civile chinoise. Les communistes, affaiblis, doivent fuir lors de la Longue Marche en 1934, période où Mao Tse-tung s'impose comme leur chef incontesté. Et c'est là que les choses se compliquent encore. Dans le même temps, le Japon profite du chaos chinois pour envahir la Mandchourie en 1931 et y installer un état fantoche. En 1937, le Japon débute son invasion totale de la Chine. Face à cette menace, nationalistes et communistes concluent une trêve pour former le Front uni chinois et résister ensemble. Lorsque les États-Unis entrent en guerre contre le Japon en 1941, la Chine rejoint officiellement les Alliés. En 1945, la capitulation japonaise met fin à la guerre, mais la guerre civile reprend immédiatement. Durant cette période, le Parti communiste chinois renforce sa discipline interne, élimine les voix discordantes et centralise le pouvoir autour de Mao Tse-tung. La guerre civile se termine par la victoire des communistes qui proclament la RPC, République populaire de Chine, le 1er octobre 1949. Chiang Kai-shek et les nationalistes se réfugient à Taïwan où ils établissent la RDC, République de Chine. Donc Antoine, si je me souviens bien de mes cours d'histoire, après la guerre, l'ONU est créée avec son Conseil de sécurité. Mais à cette époque, quelle Chine siégeait à l'ONU, Taïwan ou la République populaire de Chine ? Eh bien, à la création de l'ONU en 1945, la Chine était représentée par les nationalistes, donc Taïwan. Ce n'est qu'en 1971 que l'Assemblée générale retire le siège à Taïwan au profit de la RPC, faisant de Pékin le seul représentant officiel de la Chine dans toutes les instances onusiennes. Et en fait, depuis 1949, Taïwan est de moins en moins reconnu comme représentant légitime de la Chine, et seuls 11 États, aujourd'hui, dont le Paraguay, Haïti ou le Vatican, reconnaissent l'île comme la Chine. Actuellement, de nombreux États entretiennent des relations avec les deux États, mais la RPC joue avec son influence commerciale pour limiter ces interactions. Un autre facteur de tension reste l'héritage des crimes de guerre japonais en Asie. Durant ces occupations, le Japon commet des exactions assimilables à des crimes contre l'humanité. Expérience médicale sur des prisonniers par l'unité 731, exploitation sexuelle de femmes pour l'armée japonaise, et pourtant, malgré l'aide financière apportée à la RPC après-guerre, des symboles comme le sanctuaire Yasukuni, un temple à Tokyo où sont vénérés les vétérans de la Seconde Guerre mondiale, dont certains sont responsables de crimes de guerre, ainsi que le grand silence des différents gouvernements japonais concernant ces crimes, alimentent des tensions avec la Chine, mais aussi d'autres pays comme la Corée du Sud. Et Antoine, tu nous proposes tout de suite ta petite histoire. Et ce point d'actu histoire me permet dans la petite histoire de revenir sur la fin d'un ancien monarque renversé. Alors, lorsqu'on parle de monarchie renversée, on pense tout de suite à Louis XVI guillotiné, la famille Romanov exécutée par les bolcheviks, et pour les plus connaisseurs, la décapitation du roi anglais Jacques Ier. Mais l'histoire est pleine d'exceptions, comme l'histoire du dernier empereur de Chine, Puyi. Puyi est né en 1906 et c'est le fameux gouverneur de la Mandchourie japonaise, considéré comme le dernier empereur de Chine. Il est d'abord empereur 12 jours en 1917, lors de la tentative ratée de restauration impériale. Puis il est emprisonné dans la cité interdite avant d'en être expulsé. Il vit une vie mondaine dans l'enclave japonaise de Tianjin avant d'être enlevé par ces derniers et placé à la tête de l'état fantoche de Mandchourie du fait qu'il avait encore des fidèles sur place. En 1932,
mais il n'avait pas de réel pouvoir. Il est capturé en 1945 par les soviétiques et vit en résidence surveillée en Sibérie. Entendu comme témoin au tribunal militaire international de Tokyo en 1946, il sait se préserver, ce qui évite que de témoin, il passe à accusé. Lorsque la RPC est proclamée sur demande de Mao Tse-tung, il est extradé en Chine. Après son arrestation, Pouilly est interné dans un centre de détention. Une enquête conclut à sa responsabilité dans plusieurs crimes, notamment sa collaboration avec le Japon. Pouilly rédige alors une confession dans laquelle il fait amende honorable, ce qui lui vaudra la clémence du grand timonier qui optera pour sa rééducation plutôt que pour son exécution. En 1959, Mao accorde une amnistie à certains criminels de guerre, dont Pouilly. C'est le début d'une nouvelle vie pour l'ex-empereur. Zhou Enlai, alors Premier ministre de la RPC, l'encourage à écrire son autobiographie et lui trouve un emploi de jardinier à Pékin. Mao Tse-tung le reçoit également, lui conseillant de raconter son histoire et de se remarier. En 1962, Pouilly épouse l'infirmière Li Sung-chian et son livre La première moitié de ma vie paraît en 1964, retrouvable en France sous le titre « J'étais empereur de Chine ». Il devient ensuite bibliothécaire, puis membre de la Conférence consultative politique du peuple chinois. La révolution culturelle perturbe sa vie, mais il échappe aux humiliations publiques, bien que ses revenus baissent et que ses biens soient partiellement confisqués. Atteint d'un cancer des reins et de la vessie, Pouilly meurt le 17 octobre 1967, à 61 ans. Comme quoi, l'histoire peut réserver bien des surprises, comme cette histoire atypique d'un ancien empereur, parfaitement intégré à un État communiste. Et merci Antoine. Et à présent, faisons un point sur l'actualité internationale avec Théo Lajoie pour le tour de presse. Et Théo, tu ouvres ce tour de presse avec une actualité très chaude en Afrique. Mercredi 26 novembre, des militaires ont déclaré avoir pris le contrôle total de la Guinée-Bissau. Une journée décisive dans l'avenir politique de la Guinée-Bissau. Tout s'est passé très rapidement dans ce pays d'Afrique de l'Ouest après une présidentielle calme dimanche 23 novembre. Mais voilà que 3 jours après, la tension est remontée d'un cran. Un véritable coup d'État gangrène à nouveau le pays et s'inscrit dans une malheureuse tradition d'une vingtaine de tentatives de prise de pouvoir par l'armée. RFI nous apprend qu'un groupe d'officiers présenté sous le nom de Haut Commandement Militaire pour la Restauration de l'Ordre s'est emparé du palais présidentiel et, information de dernière minute, le général Horta Ntam a été investi pour diriger le groupe. Des tirs avaient été entendus un peu plus tôt mercredi et les véhicules de ces corps de l'armée bissau-guinéenne stationnent toujours devant l'enceinte du palais. Un pouvoir repris de force donc par une junte assez réduite qui a déclaré selon France 24, je cite, « suspendre le processus électoral et fermer les frontières ». La correspondante régionale du média, Sarah Sako, revient aussi sur le contexte de pauvreté économique chronique en Guinée-Bissau qui aurait favorisé le renversement. Le président désormais déchu, Umaro Sissoko Embalo, a confirmé son arrestation, souligne Jeune Afrique. Pour beaucoup, les résultats provisoires de l'élection présidentielle ont agi comme un déclencheur, puisqu'une victoire du président actuel s'amorçait. L'armée en a donc profité pour rétablir une forme d'autocratie militaire à la dure, déçue de l'appropriation du pouvoir réitérée depuis 2019 par le chef de l'État. Le devenir de la Guinée-Bissau est donc en danger aujourd'hui, aussi à cause du trafic de drogue qui sévit dans ce narco-État, problématique que devront résoudre les nouveaux maîtres au pouvoir. Et Théo, dans ta chronique, tu suis avec attention les manœuvres politiques et militaires au Sahel. Justement, le Mali a récemment franchi un cap dans l'escalade de la violence. Mais pourquoi une telle dégradation de la situation ? Oui, et en ce sens, l'appel du ministère français des Affaires étrangères à ses ressortissants au Mali en dit long sur le virage radical qu'a pris le pays. Les forces djihadistes resserrent de plus en plus l'étau autour de la capitale, Bamako, qui pourrait bien tomber rapidement. Tous craignent un embrasement général de la crise sécuritaire que connaît le pays depuis 2012. 13 ans que le Mali vit sous la menace de groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda. 13 ans qu'aucune victoire n'a été arrachée. Libération rappelle les derniers événements en date qui ont précipité les tensions autour de la capitale, jusque-là plutôt protégée. Un blocus physique et économique sur les importations de carburant a été imposé par les groupes terroristes étranglant le développement du pays sahélien enclavé. Et c'est précisément ce couteau mis en travers de la gorge qui pousse la communauté internationale à capituler. Selon RFI, si l'armée nationale tente malgré tout d'endiguer la violence et de renverser la balance, elle reste impuissante face à ces groupes. Seule solution, le recours à la Russie, précisément à la milice Afrika Korps, ex-Wagner. Même si celle-ci s'enlise dans les affrontements avec les groupes terroristes, qu'importe pour la population malienne qui voit en l'Afrika Korps un allié de taille répondant enfin à leurs attentes. Le reportage de Maryse Burgot pour France 2 met en lumière l'implantation rapide et massive des troupes de Poutine et de ses proches.
Et on en arrive justement à une des causes centrales de cette dégradation de la situation au Mali, les liens avec la France. Oui, et c'est ce que pensent en tout cas les Russes, qui ne cessent de discréditer la France, l'accusant de maintenir le Mali dans une, je cite, prison coloniale. Les succès de l'Africa Corps restent encore à prouver, et il faut nuancer puisque France 24 note que les exactions sur les civils se sont drastiquement multipliées. Mais néanmoins, l'on peut constater clairement les conséquences de la présence de la France au Mali. Depuis le lancement de l'opération Barkhane en 2014, les relations n'ont fait que s'aggraver à juste titre pour un Mali dégoûté. Une France qui n'a pas réussi à contrer le terrorisme, renforçant même une colère populaire. Alors si beaucoup estimaient que le Mali arriverait dans l'impasse sans l'aide de la France, ils se trompent. Bamako a fait appel à Niamey concernant le blocus économique. Le Niger a en effet convoyé 82 citernes de carburant, signant le début concluant de la coopération dans le cadre de l'Alliance des États du Sahel, que j'évoque régulièrement dans cette chronique. Des partenaires précieux sur lesquels peut s'appuyer le Mali, allié et choisi justement car jugé plus fiable que la CEDEAO ou l'Occident, comme nous le rapporte RFI. Autre exemple de nouveaux développements en réponse aux actions des terroristes, l'implantation d'une nouvelle raffinerie d'or construite en partenariat avec la Russie. Tous ces événements ne s'enchaînent pas par hasard au Mali et il serait peut-être enfin temps d'ouvrir les yeux. Les fruits d'aujourd'hui viennent bien des graines d'hier. Et autre tension que tu tenais à aborder dans ton tour de presse, Théo, ce sont celles entre la Chine et le Japon à propos de Taïwan. L'élection récente de la nouvelle première ministre japonaise conservatrice rebat encore un peu plus les cartes en Asie. Oui Antoine, un nouveau rebondissement dans la série géopolitique des relations entre la Chine et Taïwan, et c'est le Japon qui s'invite à la table. Quiconque osera entraver l'unification de la Chine se heurtera à une riposte cinglante. Tels sont les mots de Pékin face au Japon. La nouvelle première ministre nippone, Sanae Takaichi, a annoncé l'envoi possible de troupes japonaises pour protéger la souveraineté de Taïwan, mais aussi pour assurer la sécurité de l'archipel japonais en cas d'attaque chinoise. Les réactions de la Chine ne se sont pas fait attendre. Selon le journaliste des Échos Charles Plantade, Pékin a convoqué l'ambassadeur du Japon en Chine pour protester contre les propos de la nouvelle chef de l'État. Des relations si tendues que du côté de Taïwan, l'ordre du jour pour le gouvernement est de renforcer son armée, de se préparer très rapidement d'ici 2027 à un affrontement physique, selon Libération. Et pour RFI, les menaces sont réelles. En effet, la télévision d'État chinoise a affirmé que la dirigeante japonaise, je cite, devrait probablement payer le prix de ses propos. C'est une des premières fois dans l'histoire politique du Japon qu'un Premier ministre fait une telle déclaration. Alors juste pour rappel, Sanae Takaichi est conservatrice, révisionniste, issue du parti de droite prononcé libéral-démocrate. Alors maintenant que l'on sait tout ça, les propos étonnent peu. Ces tensions vont même encore plus loin, jusque sur le terrain économique. Le Courrier international précise la décision de la Chine de bloquer les importations de produits halieutiques japonais. Et de l'autre côté, Sanae Takaichi entend réduire les coupes budgétaires à travers la création d'une commission spécialement dédiée. RFI dresse un parallèle tout trouvé avec le Dodge d'Elon Musk aux États-Unis. Mais le vrai problème, c'est la dette, 230% du PIB. Tokyo est donc contraint, Pékin s'en frotte les mains. La question est désormais de savoir jusqu'à quand. Et réponse à suivre, merci Théo. Et alors que les questions féministes sont délaissées par de nombreux médias, nous ici à Tour d'Horizon, on s'éveille avec Élise Leroy-Bavray. Nous sommes le 27 novembre et cela fait précisément 27 jours qu'Octobre Rose, mois dédié à la sensibilisation contre le cancer du sein, est terminé. Les mairies ne sont plus roses, la Tour Eiffel non plus. C'est bon, les politiques ont eu leur quota de santé féminine. Place maintenant aux politiques pro-cancer. Trêve de plaisanterie, aujourd'hui j'ai décidé de parler de la ménopause, mais surtout du retour à la mode de ces traitements hormonaux. Mais d'abord, petit cours d'histoire. Les premiers écrits sur la ménopause remontent à l'Antiquité chinoise. Selon le Wanding Neijing, le corps des femmes est régulé par des cycles de 7 ans. À 5 x 7, donc 35 ans, elles commencent à flétrir avec des fausses couches plus fréquentes. Et à 7 x 7, donc 49 ans, leurs règles cessent. Pas très pertinent, je vous l'accorde. C'est seulement au XVIIIe siècle que la ménopause commence à faire l'objet d'un réel intérêt médical. Problème, elle est considérée comme une maladie. Beaucoup de médecins ont alors recours à la saignée pour la soigner. L'anglais Edward John Tidd va même jusqu'à procéder à des injections vaginales d'acétate de plomb. En 1886, 2 études publiées en Allemagne indiquent que des troubles de la ménopause peuvent être soignés par injection de tissu ovarien. En 1933, le premier médicament hormonal contre les troubles de la ménopause est commercialisé aux États-Unis sous le nom d'Emenin. En 1942, le Premarin est le premier oestrógène approuvé par la FDA, l'administration américaine chargée de la surveillance des produits denrées alimentaires et des médicaments pour le traitement des bouffées de chaleur. Commence alors l'âge d'or des traitements hormonaux. Dans les années 90, une femme sur 2 a recours au THM aux États-Unis.
Mais en 2002, une étude américaine montre la responsabilité des THM dans l'augmentation des cancers du sein et des accidents cardiovasculaires, mettant un arrêt brutal à cette médicamentation. Je ne suis pas parvenue à retrouver le compte-rendu de cette étude, mais j'en ai trouvé un plus récent de 2018. Un centre d'études de recherche en épidémiologie et de santé de population révèle que le risque d'avoir un cancer du sein est 2 fois plus important pour les femmes qui prennent des traitements hormonaux contre la ménopause. Le risque de cancer reste encore 1,4 fois plus important dans les 5 ans suivant l'interruption du traitement, ainsi que dans les 5 à 10 ans après. Au-delà de 10 ans, le risque reste très légèrement au-dessus. Pourtant, 20 ans après, les revoilà, les traitements hormonaux de la ménopause reviennent sur le devant de la scène, portés par des figures comme la gynécologue Florence Trémolière, l'actuelle ministre de la Santé Stéphanie Rist et même le président de la République. En effet, Emmanuel Macron avait pris part à cette question dans son interview pour le magazine Elle en mai 2024, mettant en avant le rôle de ces traitements dans l'amélioration de la qualité de vie des femmes, soulageant des symptômes comme les bouffées de chaleur ou l'ostéoporose. Donc Élise, tu trouves que le discours porté par Emmanuel Macron n'est pas légitime? Il y a des femmes qui souffrent pourtant de bouffées de chaleur, d'ostéoporose. Il faut bien leur permettre de moins souffrir des effets de la ménopause, non? Alors, je suis d'accord avec toi, Antoine, beaucoup de femmes souffrent de la ménopause, mais ce que tu viens de dire est à relativiser et à questionner, notamment en prenant en compte les constructions et représentations socio-historiques de notre société. Comme j'ai pu le montrer, longtemps, très longtemps, la ménopause a été considérée comme une maladie. D'ailleurs, c'est toujours le cas. Vous voulez une preuve? Dans son interview, Emmanuel Macron a abordé la question des traitements hormonaux contre la ménopause juste après avoir évoqué les problèmes liés à l'endométriose. Ainsi, il a pu faire le parallèle entre traiter et soigner l'endométriose et traiter et soigner la ménopause. Or, l'endométriose est une maladie inflammatoire dont les douleurs sont très largement minimisées par une partie de la communauté scientifique et même la société, alors que la ménopause est un cycle naturel qui survient lorsque les ovaires arrêtent leur sécrétion hormonale et la formation d'ovules. Si on devait faire une comparaison juste, même s'il n'y a pas vraiment lieu d'être, on devrait plutôt comparer la ménopause aux règles. En ce qui concerne les douleurs liées à la ménopause, je ne dis pas aux femmes souffrez en silence, c'est normal, ce qui reviendrait à reprendre le même discours qui vise la minimisation des douleurs des femmes liées aux règles ou à l'endométriose. En revanche, il convient de réfléchir sur la manière d'atténuer les effets de la ménopause, de mieux vivre ces bouffées de chaleur, la fatigue et l'ensemble des autres symptômes. Le meilleur remède, pas des traitements hormonaux, mais du repos. Et oui, c'est très simple, du repos. Le repos est un médicament rarement mis en avant puisqu'il ne convient ni à notre rythme de travail, ni à la retraite qui tarde de plus en plus à venir. Le repos convient encore moins au rôle des femmes chargées de la plupart des tâches ménagères au sein du foyer, de l'élevage des enfants et aussi des petits-enfants. La fatigue, les crampes, les maux de tête et le stress ne viennent pas seulement des hormones, mais aussi de notre rythme de vie. Autre remède, une bonne alimentation. Peu accessible quand on n'en a pas les moyens, pas forcément évidente quand on les a, du fait de la malbouffe, des produits ultra transformés et de la surconsommation de sucre. Pourtant, l'alimentation est l'une des clés d'un vécu optimiste de la ménopause. La ménopause s'accompagne de changements métaboliques et hormonaux qui impactent le corps à plusieurs niveaux. Adopter une alimentation adaptée aide à compenser ces effets, à prévenir les risques de santé à long terme et à atténuer les symptômes quotidiens. Et donc Élise, sur quelle source te bases-tu? Alors bonne question Antoine, parce que la plupart des services de santé gouvernementaux, même l'assurance maladie ou encore Amélie, enjoignent l'usage des traitements hormonaux. Je conçois donc qu'il soit difficile de me croire. Sachez chers auditeurs et auditrices que ma rubrique se base sur une grande contre-communauté de scientifiques, de nutritionnistes, de gynécologues et de médecins qui sont contre la prise de traitements hormonaux tels que Pierre-François Cesseldy, professeur en gynécologie obstétrique. Je reviens à ce que tu nous as dit un peu plus tôt, Élise. La plupart des services de santé gouvernementaux, même l'assurance maladie, prônent et conseillent les traitements hormonaux. Si cela augmente les risques de cancer et qu'il y a des manières beaucoup plus naturelles de guérir les effets de la ménopause, la question est pourquoi ? Les intérêts industriels et la corruption, Antoine. Vous allez voir, c'est à peine caché. Florence Trémolière, qui préside le rapport parlementaire sur la ménopause et les traitements hormonaux, le même sur lequel d'ailleurs s'appuie l'assurance maladie, mène régulièrement des prestations rémunérées pour les laboratoires pharmaceutiques spécialisés dans la production de ces traitements. En 2023 et 2024, Florence Trémolière est payée 22 000 € au total par Theramex, entreprise qui produit des traitements hormonaux. Elle s'est aussi vue offrir par de nombreuses entreprises des voyages en Australie, au Canada et aux États-Unis, rien que ça.
Quel message voulais-je faire passer en faisant cette chronique ? Plusieurs, en toute honnêteté. D'abord, montrer que le corps des femmes a toujours été méconnu, interprété par une science bien trop conduite par des représentations et des objectifs sexistes, science qui est d'ailleurs parvenue à faire considérer la ménopause, un phénomène naturel, celui du corps de 4 milliards d'individus, comme une maladie. Autre message que je voulais faire passer, le corps des femmes n'est pas une déchetterie à hormones et à produits chimiques. Les entreprises et les gouvernements, notamment la ministre de la Santé, se cachent derrière des pseudo-volontés féministes, celui d'aider les femmes, d'augmenter le budget alloué à la santé des femmes, dans le seul but et unique de rendre plus courants les traitements hormonaux et favoriser les intérêts des entreprises pharmaceutiques. Mais ces politiques ont des conséquences graves, le cancer. Le cancer du sein notamment, qui tue 12 000 personnes par an. Le cancer du sein qui chaque année est diagnostiqué à plus de 61 000 femmes. Et ce n'est pas tout. Les traitements hormonaux augmentent aussi les risques de maladies cardiovasculaires, les risques de cancer du foie, de l'ovaire et de l'utérus. Des études le prouvent, mais les financements sont trop limités pour les rendre plus précises et chiffrer les conséquences. Il faut donc retenir de ma chronique les paroles de Dominique Castoglia, la directrice de la recherche de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, interviewée par Reporter. La médicalisation croissante de la ménopause, présentée comme une maladie, repose surtout sur une dramatisation des effets du vieillissement sur le corps des femmes, orchestrée par le lobbying. Eh bien, merci beaucoup, Élise, pour ton éclairage. Et juste avant de retrouver Timéo pour les ondes du climat, place au billet de l'écho d'Eugénie Villemé. Et aujourd'hui, Eugénie, tu as décidé de nous parler d'une enquête journalistique qui concerne l'Albanie. En effet, Antoine Harari a sorti une enquête pour Blast début novembre sur la mafia albanaise. Il y étudie son rôle, son influence, mais aussi sa stratégie. Elle est devenue un acteur majeur dans le trafic mondial de cocaïne. Le port d'Anvers, porte d'entrée en Europe de cette drogue dure, est sous le contrôle de cette mafia. Les groupes opèrent également depuis les pays producteurs, à savoir le Brésil ou la Colombie. Mais pourquoi est-ce que j'ai décidé de vous parler de ce pays aujourd'hui ? C'est parce que Edi Rama, le Premier ministre albanais, a pour objectif de faire rentrer l'Albanie dans l'UE d'ici 2030 et qu'il est en bonne voie pour y arriver. Pourtant, comme le souligne Antoine Harari dans son enquête, la mafia étend son contrôle sur la justice et le gouvernement du pays. Par exemple, en octobre 2020, Edi Rama reçoit Luftar Issa, propriétaire de casinos et accusé de blanchiment d'argent. Après cette rencontre, il a l'autorisation d'ouvrir 2 nouveaux casinos. Dans un premier temps, Edi Rama nie tout lien avec le mania, puis finalement confirme bien cette rencontre. Pourtant, pour entrer dans l'Union européenne, il faut lutter contre la corruption, et c'est ce que le gouvernement albanais essaie de faire. On se souvient de la ministre des marchés publics générée par IA qui serait soi-disant incorruptible. En 2016, une réforme judiciaire soutenue par l'UE et les États-Unis instaure le vetting. Les fonctionnaires de justice sont soumis à un contrôle pour savoir s'ils sont impliqués dans des affaires de corruption. Cela permet de renforcer l'indépendance et de garantir l'intégrité des juges. Mais ce système reste controversé car le gouvernement l'utiliserait pour se débarrasser des juges gênants. L'Albanie a également créé le SPAC, un parquet spécialisé contre la corruption et le crime. Il a traité de nombreuses affaires et mis en détention certains anciens ministres. Mais pareil, cet outil peut être utilisé pour écarter des hommes politiques gênants. En tout cas, Marta Kos, commissaire européenne à l'élargissement, estime que l'Albanie fait de grands efforts pour lutter contre la corruption, ce qui montre son engagement ferme à faire partie de l'UE. Je tiens tout de même à rappeler les avantages que l'Albanie peut apporter à l'Europe. D'abord, elle a une position stratégique en Méditerranée. Cela lui permettrait donc de filtrer les flux migratoires. Un projet de construction de camps de détention pour les migrants arrêtés dans les eaux italiennes est en cours, ce qui attire à Edi Rama les bonnes grâces de Giorgia Meloni. L'Albanie a également réouvert une de ses bases aériennes pour l'OTAN, ce qui, dans le contexte de la guerre en Ukraine, plaît aux Européens. Pourtant, d'après l'ONG Transparence Internationale, c'est l'un des pays les plus corrompus du continent. De plus, l'Albanie reçoit un afflux conséquent de capitaux issus de la criminalité organisée. Pour reprendre le titre de l'article d'Antoine Harari dont je vous conseille la lecture, le pays est le cheval de Troie des narcotrafiquants pour s'étendre en Europe. Un choix selon lui qu'il faut donc prendre avec prudence. Et merci beaucoup Eugénie. Et juste avant de clôturer cette émission, un point écologie et environnement avec les ondes du climat de Timéo Lepère.
Et Timéo, alors que la COP30 vient de se terminer, l'accord de Paris fêtera bientôt son anniversaire. Oui, un anniversaire morose. 10 ans après l'accord le plus ambitieux en matière climatique, les COP paraissent de plus en plus vétustes, marquées par l'incapacité des États à trouver un terrain d'entente. Elle était pourtant annoncée comme la COP bascule avant même d'avoir débuté. Cette 30e édition réunissait en effet des chefs d'État enthousiastes et déterminés dans leur discours. Quelques jours avant, Lula, le président brésilien, avait lui-même exprimé le besoin d'obtenir, je cite, une feuille de route pour planifier de manière réfléchie et équitable l'effort pour inverser la déforestation et surmonter la dépendance aux combustibles fossiles. Pourtant, la conférence partait déjà avec un fardeau, un siège vide, celui des États-Unis. Rien de vraiment surprenant au vu des positions clairement climato-sceptiques de l'administration Trump qui vient d'ailleurs de valider un vaste plan de forage offshore le 20 novembre dernier. Ce boycott des États-Unis est tout de même un lourd revers pour la gouvernance climatique. En effet, difficile d'imaginer endiguer le réchauffement actuel sans la première source d'émissions de CO2 par habitant. La conférence a tout de même réussi à s'accorder sur un texte à minima. Dans son prolongement le 22 novembre, une copie jugée très insatisfaisante et insuffisante pour les ONG. Si plusieurs mesures ont été adoptées comme le triplement des financements liés à l'adaptation en 2035 ou un plan de préservation des forêts tropicales, on peut noter l'échec des négociations sur la sortie des énergies fossiles. Or, c'est le nerf de la guerre selon les scientifiques qui soulignent que sans une sortie rapide et globale de l'exploitation du pétrole, du gaz ou du charbon, les émissions de gaz à effet de serre entretiendront la hausse du thermomètre mondial. Et pour expliquer cette impasse, le contexte géopolitique actuel est fortement mobilisé entre une économie fragilisée, un clivage entre pays du Nord et du Sud et le resserrement des priorités de certains États sur leurs intérêts nationaux. On imagine bien que le nécessaire consensus pour l'adoption de mesures dans les COP a été mis à rude épreuve. Et si on se concentre sur les avancées, que peut-on en dire ? Loin d'avoir un impact considérable, il ne sera pas négligeable. Pour autant, parmi ces avancées, je vous en parlais de triplement des financements liés à l'adaptation d'ici 2035, principalement pour les États les moins avancés et les petits États insulaires en développement, en première ligne face aux conséquences du changement climatique. Si on parle d'atténuation, entendez de baisse des émissions de gaz à effet de serre, on peut aussi souligner cette nouvelle feuille de route accompagnée d'un fonds d'investissement pour la protection des forêts tropicales. Son objectif serait alors de rendre plus rentable la préservation des arbres par rapport à leur abattage. Une mesure qui suscite cependant la controverse de certaines organisations environnementales invoquant une fausse solution tant que les flux financiers alloués aux industries impliquées dans la déforestation n'étaient pas enrayés. La déforestation représente à elle seule près de 20% des émissions de gaz à effet de serre attribuées aux activités humaines. Et enfin, plusieurs engagements de groupements d'États ont aussi vu le jour lors de cette COP. Parmi eux, 7 pays se démarquent: la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada, le Japon, la Norvège ou encore le Kazakhstan. Ils se sont engagés à réduire au plus proche de zéro leurs émissions de méthane liées aux énergies fossiles. Encore faut-il que ces engagements soient tenus, car même un accord aussi retentissant que celui de Paris en 2015 ne tient pas ses promesses. Le CNRS l'a rappelé lors d'un dossier. Si l'objectif initial était de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 42% dans le monde entre 2019 et 2030, dans les faits, la trajectoire nous dirige plutôt vers une diminution de 4% sur la même période. Et merci beaucoup Timéo. C'est la fin de ce numéro de Tour d'Horizon. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'intégralité de notre podcast sur YouTube et Spotify. Et je vous invite également, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à notre page Instagram Tour d'Horizon Podcast afin de ne rien manquer des dernières exclusivités. Tour d'Horizon prend des vacances en décembre. Nous aurons donc le plaisir de vous retrouver en janvier pour une 8e émission. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à très vite sur Tour d'Horizon.